Donc on va reprendre le fil de la journée et on vous propose d'attaquer par la deuxième table ronde qu'on a demandé de coordonner à Claude Écoffé, qui est la table ronde sur les fondamentaux de la médecine péri-opératoire, et donc sur ce qui existe déjà ou ce qui va exister ou ce sur quoi il faut travailler en tous les cas. Claude, on vous laisse la parole. Merci Jean-Michel. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis un petit peu ancien, donc j'avais participé aux états généraux de l'anesthésie-réanimation en 2010. Et à cette époque-là, il y avait un petit entrefilet sur la médecine péri-opératoire. Et je vois que finalement, il a fallu une quinzaine d'années pour que ça, quand même, ça soit bien institutionnalisé, qu'on change le titre de notre spécialité qui devienne anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire. Et donc nous, on nous a demandé de faire les fondamentaux de la médecine péri-opératoire, c'est comment le faire en pratique. On a décidé de voir trois parties, une partie pré-op, une partie péri-op et post-op immédiat, et puis également le retour à domicile. Alors on est plusieurs intervenants, les trois collègues, donc Pascal Alfonsi qui travaille à l'hôpital Saint-Joseph, anesthésiste réanimateur, Laurent Delaunay qui travaille à la clinique générale Annecy, également anesthésiste réanimateur, et Julien Potcher qui travaille au CHU de Strasbourg, également anesthésiste réanimateur. Et après leur intervention, on laissera la parole à nos collègues chirurgiens qui nous diront également comment eux, ils voient la médecine péri-opératoire. Et comme on a beaucoup parlé de médecine générale jusqu'à ce moment, on a une médecin généraliste qui interviendra et qui donnera également sa position par rapport à la médecine péri-opératoire lorsque le patient retourne à domicile. Donc je vous liste les noms des experts qui ont travaillé sur le groupe, vous les avez sur le diapositive. La suivante. Ah oui, c'est toi. Ouais, vas-y. Oui, donc je vais vous parler de la phase préopératoire. On a décidé de prendre un schéma de parcours de soins classique. En fait, si on reprend l'histoire, l'implication de l'anesthésie dans le parcours préopératoire, elle a commencé il y a 30 ans. C'est ce qui a été déjà évoqué par Sigismond tout à l'heure. La création de la consultation d'anesthésie est un moment inaugural qui nous a permis de nous imposer dans cette phase préopératoire. Déjà, dans un premier temps, on a passé simplement d'un recueil de données, de traitement, et puis on a commencé à classer nos patients. Et puis après, on a défini le risque anesthésique, non seulement en fonction du patient, mais également en fonction de l'intervention qui était envisagée. Et puis, parallèlement à ça, s'est mis en place tout un tas de stratégies d'optimisation préopératoire avec une multitude de recommandations. Je pense que nous sommes la société savante qui a publié le plus de recommandations sur les 25 dernières années, sur tous les sujets, en particulier l'agissement des traitements anticoagulants, antiagrégants, l'identification des patients vulnérables à la douleur, sevrage tabagique, le patient coronarien, et puis finalement, récemment aussi, le patient blood management, et avec l'implication à chaque fois des médecins anesthésistes dans cette phase préopératoire. Et puis parallèlement, avec l'avènement des programmes, ce qu'on appelait la réhabilitation améliorée après chirurgie, et que maintenant on appelle l'optimisation des parcours patients, eh bien on s'est de plus en plus impliqué dans ces parcours de patients, aussi bien sur l'ambulatoire proprement dit, puisque encore récemment on a participé à l'élaboration d'un document pilote avec l'ANAP, et puis également sur tous les programmes de préhabilitation et de réhabilitation améliorée après chirurgie, où outre les multiples programmes, il faut savoir que c'est la SFAR, en association avec la CNAM, qui était à l'instigation de la saisine de la HAS, qui a produit la note d'orientation sur le déploiement des programmes de récupération améliorée après chirurgie. Ça, c'était il y a 30 ans. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit envisager pour les 30 prochaines années ? Les 30 prochaines années, eh bien, en fait, on a deux défis. On a deux défis. Le premier défi, on en a déjà parlé, on en parle régulièrement, c'est le vieillissement de la population. On en a déjà un petit peu parlé avec le docteur Cohen-Bitan tout à l'heure sur la prise en charge avec les gériatres. Je ne vais pas reprendre les différentes altérations physiologiques qui sont liées au vieillissement. Le fait qu'il y ait plus de comorbidités, les problèmes impliqués par la polymédication de ces patients. Bien sûr, il y a des syndromes vraiment liés au vieillissement qu'il va falloir prendre en charge, la fragilité, les troubles lexiques, les syndromes dépressifs. Et puis, les patients âgés font plus de cancers par rapport à la population. La dénutrition est beaucoup plus fréquente. Et l'anémie, qui est généralement multifactorielle, est aussi beaucoup plus fréquente. Et tous ces facteurs-là, nous savons pertinemment qu'en post-opératoire, ça va aboutir à une augmentation du taux de complications et également à une augmentation du risque de perte d'autonomie.
Si on prend deux exemples qui sont liés, la sarcopénie et la fragilité, la sarcopénie, clairement, la littérature montre que quand un patient est sarcopénique, quand sa masse musculaire est réduite, eh bien, sa survie globale après chirurgie d'une tumeur solide est significativement diminuée. Après une prothèse totale de hanche, ça augmente le taux de complications, ça augmente le taux de réhospitalisation à J90. Après une chirurgie carcinologique gastro-intestinale, plusieurs publications montrent que ça augmente le taux de complications majeures, la mortalité au 30e jour post-opératoire et bien sûr, ça augmente la durée de séjour. Le pendant de la sarcopénie, la conséquence de la sarcopénie très souvent, c'est la fragilité. Ce syndrome qui a été défini à l'orée du XXIe siècle et qui clairement est plus prédictif, le score des fragilités est plus prédictif sur la mortalité, le taux de complications post-opératoires et le taux de recours à des soins de suite que simplement la classe ASA ou tout simplement un facteur qui est l'âge du patient. L'âge n'est pas du tout un facteur prédictif de complications post-opératoires. Et c'est également, cette fragilité, bien sûr, un facteur de risque de troubles cognitifs post-opératoires qui représente quand même la majorité des complications post-opératoires dans cette population. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que jusqu'à présent, on a un peu une attitude attentiste. On se dit, bon, bah voilà, le patient, il est vieux, il est fragile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, en fait, c'est développer sur une vingtaine d'années des programmes de préhabilitation. Ces programmes de préhabilitation, ça consiste en quoi ? Ça consiste à rétablir une masse musculaire en faisant pratiquer aux patients des exercices physiques et en apportant beaucoup de protéines. Aujourd'hui, si vous discutez avec des gériatres, ils vous disent que le meilleur moyen de prévenir la fragilité, c'est que le patient s'alimente au moins à 1,2 g par kilo par jour de protéines et qu'il fasse de l'exercice physique. Eh bien, on va leur proposer exactement la même chose. Et dans cette méta-analyse qui regroupe 8 études avec un peu moins de 1000 patients, eh bien, on observe que quand les patients ont bénéficié d'un programme de préhabilitation, il y a une réduction du taux de complications. Il y a également, et surtout, ça se traduit également, ces programmes, par une amélioration de la distance parcourue lors d'un test à la marche de près de 74 mètres en moyenne, ce qui est un score absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'en remettant ces patients en mouvement, eh bien, on améliore globalement les suites post-opératoires. Cela prend du temps. Et donc, il va falloir identifier ces patients qui, normalement, vont pouvoir bénéficier de ces programmes de préhabilitation. Clairement, aujourd'hui, la part des patients, par exemple, de plus de 75 ans dans la population française, c'est à peu près 11% de la population. Donc, on est amené à avoir de plus en plus dans nos boxes de consultation et on ne pourra pas tous les prendre en charge totalement pour ce type de programme. Donc ça signifie que pour un risque chirurgical faible, on propose que les patients suivent un parcours classique avec une consultation pré-anesthésique qui identifie les comorbidités et qui les gère. Et que pour une complication, un risque chirurgical élevé, dans ces cas-là, ou un risque intermédiaire avec des signes de pré-fragilité ou de fragilité, eh bien que ces patients participent à ce qu'on appelle un hôpital de jour d'optimisation préopératoire. Dans cet hôpital de jour, qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, le coordonnateur, c'est le médecin anesthésiste, parce que comme ça a été rappelé précédemment, c'est quand même celui qui connaît le mieux à la fois l'impact du stress chirurgical, les conséquences chez le patient et qui a la connaissance généraliste sur les différents organes qui lui permettent de mieux appréhender l'impact de la chirurgie chez tel patient. Et puis, bien sûr, on y associe d'autres intervenants, l'infirmière RAC, une nutritionniste ou un nutritionniste, ou une kinésithérapie. Les actes qui peuvent être réalisés lors de ces HDJ, c'est bien sûr la consultation RAC, une consultation de nutrition, et puis on peut faire des actes et d'évaluation, à la fois sur les capacités fonctionnelles, soit un test à la marche de 6 minutes, soit tout simplement un hand grip, et puis on peut évaluer la fragilité du patient, on peut évaluer ses capacités cognitives, et on peut évaluer également son syndrome dépressif ou anxieux. À l'issue de cet hôpital de jour, on va proposer un plan de soins sur 3 à 4 semaines au patient et qui va permettre de l'améliorer et de l'amener dans les meilleures circonstances et conditions possibles le jour de la chirurgie. Et puis d'autre part, l'intérêt, et ça n'a pas été assez évoqué je pense, c'est qu'auparavant, c'est qu'en fait la chirurgie c'est un épisode aigu, ce n'est pas une douleur, c'est pas une pathologie chronique. Et le fait de dépister la fragilité chez ces patients, eh bien, ça permet de leur proposer en post-opératoire de les inscrire dans un circuit gériatrique en post-opératoire. L'autre enjeu pour les prochaines années, et on le sait aussi, c'est l'augmentation permanente du nombre de patients obèses dans la population.
eh bien, on sait que cette prévalence a été multipliée par 2 entre 1997 et 2020. Les patients qui présentent une obésité ont plus de risques de développer un cancer, ont plus bénéficient ou on nécessite plus souvent une chirurgie fonctionnelle type prothèse totale de genou. Et on sait aussi pertinemment que les patients obèses font plus de complications pulmonaires, pariétales, infectieuses, et font plus de troubles du rythme. Et donc, en fait, on se rend compte que les deux points qui persistent et qu'il faut dépister en préopératoire et qui sont vraiment des facteurs de risque, c'est l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil méconnu. Par exemple, dans cette étude multicentrique où des patients de plus de 45 ans avaient tous une polysomnographie la veille de l'intervention, on se rend compte, alors qu'ils n'étaient pas du tout diagnostiqués comme SAS, 11% de cette population avait un SAS sévère, et le fait d'avoir un SAS sévère multiplié par un facteur 2, le fait de faire une complication cardiovasculaire majeure. L'autre complication liée à l'obésité, c'est le syndrome métabolique. Et quand on regarde sur un gros collectif de patients opérés d'un cancer colorectal, cette prévalence elle est quand même de 8%. Et le fait de présenter un syndrome métabolique en péropératoire augmente significativement le taux de complications majeures. Et donc, il va falloir ces patients-là les prendre en charge et prendre exemple sur ce qui a été fait sur la chirurgie bariatrique. Quand la chirurgie bariatrique s'est développée à la fin des années du XXe siècle, au début du XXIe siècle, il y avait une bimortalité associée à cette chirurgie qui était extrêmement importante. Ça a débouché sur des recommandations de bonnes pratiques publiées en 2009 qui ont mis en place toute la partie d'optimisation avant chirurgie bariatrique des patients. Et on observe quoi ? Que l'application de ces recommandations s'est entraînée à provoquer une chute drastique de la morbimortalité, quel que soit le type de technique chirurgicale appliquée. Et donc, il faut s'inspirer de ça. Et pareil, on peut très bien imaginer que dans le cas d'hôpitaux de jour, ces patients-là soient vus en fonction du fait que leur SAS soit connu ou pas connu, ou d'un score de stop bank, par exemple, et en fonction du risque chirurgical, leur proposer d'avoir un HDJ avec une optimisation préopératoire. Pareil, lors de cette HDJ, on va pouvoir à la fois rechercher également des carences nutritionnelles ou des carences métaboliques ou des carences vitaminiques, et puis également évaluer leur capacité fonctionnelle et faire un dépistage du syndrome métabolique. À l'issue de cet hôpital de jour, on va pouvoir leur proposer une polygraphie qui nous permettra de faire déjà un premier screening, mettre en place un plan de soins et également, dans ce cadre-là, nous permettre dans le futur d'appliquer un dépistage opportuniste de ces patients avec ces SAS qui ne sont pas appareillés. Et donc, en résumé, la création de la consultation d'anesthésie était l'acte fondateur de l'implication de l'anesthésie dans la médecine préopératoire. Les futurs enjeux, entre autres, c'est améliorer les suites post-opératoires liées dans la population au vieillissement de cette population et l'optimisation préopératoire des populations à risque, par exemple les patients obèses. Tout cela peut se faire autour d'un HDJ qui est piloté et coordonné par le médecin anesthésiste et qui aboutit à des programmes de préhabilitation. L'objectif, c'est amener le patient fit for surgery le jour J. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la phase d'hospitalisation, on va dire, donc avec le péropératoire et le post-opératoire immédiat. Alors 10-5, c'était on vous l'a bien expliqué ce matin, c'est le risque de mortalité lié à l'anesthésie qui a considérablement diminué. Ce qui reste, c'est la mortalité post-opératoire qui est entre 10-2 et 10-3. Donc clairement, on ne peut plus se contenter, comme on l'a fait pendant longtemps, de dire que c'est bien, on a sorti vivant notre patient du bloc opératoire. On sait que tout ce qui va se passer pendant cette phase va obérer ou pas les suites et la survie du patient. Et donc je pense que c'est très important et on l'a vu à chaque étape, on a, nous les anesthésistes, un rôle à jouer. Et même si on parle de médecine périopératoire, dans péri, il y a bien le péropératoire, et le péropératoire fait partie intégrante de la médecine périopératoire. Et donc nos choix que l'on va faire pendant l'intervention
vont voir ceux qui vont effectivement augmenter la mortalité, la morbidité en post-opératoire. Et pas simplement, alors que les patients peuvent être, je dirais, dans un état comparable quand ils sortent en salle de réveil. Donc tout ce qu'on va faire en péropératoire, on doit effectivement l'envisager non plus simplement sur la période d'hospitalisation. La place pour le péropératoire est évidente pendant la période d'intervention, mais je pense également au-delà, il faut le redire, au-delà de la salle de réveil, il est indispensable, ça a été dit et redit, mais je pense qu'on va le répéter encore plusieurs fois au cours de cette journée, il faut effectivement sortir de la salle de réveil et participer à l'ensemble du parcours. Je ne parlerai pas des choix chirurgicaux, je pense qu'on a nos collègues chirurgiens qui vont intervenir après, j'ai mis quelques exemples là, et parce que eux aussi, clairement, évidemment, peuvent impacter les suites et le pronostic en post-opératoire. Alors, bon, je ne pouvais pas tout voir, hein, sinon il aurait fallu la journée pour voir tout ce qui pourrait relever donc, de cette médecine en péropératoire et en périopératoire. Là, j'ai choisi quelques thèmes qui me semblaient évidents ou importants à signaler. L'hypotension, le premier, l'hypotension péropératoire. Là, vous avez cette étude qui a été faite par Walsh et qui a été Devaux et Sessler sur 30, vous voyez, plus de 30 000 patients et qui ont regardé en fonction du temps passé avec une pression artérielle moyenne inférieur à 55 mm de mercure, le risque de complications, alors de complications cardiaques et de complications rénales. Vous voyez qu'au fur et à mesure que vous augmentez les temps avec des pressions basses, vous augmentez le risque de complications, de complications rénales ou cardiaques. Donc ça, c'est une étude de cohorte avec toutes les limites d'une étude de cohorte, hein, c'est-à-dire on montre une relation, mais il n'y a pas forcément une relation de causalité. Vous avez en dessous l'étude d'Emmanuel Futier, qui avait comparé et montré deux protocoles, avec un protocole très standardisé de la pression artérielle et de maintenir une pression artérielle dans un range précis. Et vous voyez qu'avec ce protocole, ils ont pu réduire le risque de dysfonction en post-opératoire. Autre exemple, c'est l'optimisation du saignement. Donc il y a ça c'est une diapositive que m'a fait notre Anne Gaudier sur ce sujet qu'elle connaît très bien. Donc avec à gauche un protocole qui maintenant est bien connu, associant donc de l'épargne sanguine et de l'acide tranexamique, qui montre qu'on va réduire le saignement en péropératoire, mais également en post-opératoire. De l'autre côté, vous avez cette méta-analyse qui a comparé les approches plutôt libérales ou plutôt restrictives de transfusion et qui a montré que les approches restrictives ne généraient pas plus de complications, qu'elles soient cardiaques, neurologiques, rénales ou bien sûr de mortalité. Donc, ce qui permettait d'avoir une approche, non sortir même du domaine médical, mais également sur le domaine d'une gestion plus rationnelle des ressources et des moyens. Autre chose, donc quelque chose qui nous semble assez banal, l'anesthésie. J'ai fait une anesthésie par voie intraveineuse, j'ai fait une anesthésie aux halogénés, qui est certainement la plus simple. Quand les patients sortent de salle de réveil, il nous semble, il y en a peut-être un qui a un peu plus vomi que l'autre, mais globalement, il nous semble assez comparable. En fait, ce n'est pas aussi évident. Vous avez cette étude avec un gros collectif de patients qui montre quand on fait une anesthésie intraveineuse, alors il s'agissait de patients âgés, opérés d'une chirurgie carcinologique sévère, on fait moins de troubles cognitifs dans le post-opératoire. Alors, je dois reconnaître que c'est pas encore parfaitement validé, hein. Ça, c'est un tableau qui est sorti des recommandations de l'ASA sur la médecine périopératoire qui montre que c'est encore discuté. Quoi qu'il en soit, les études, soit elles montrent que c'est équivalent, soit elles montrent quand même que c'est plus en faveur du propofol. Mais j'ai gardé cet exemple parce que vous voyez, quelque chose peut-être d'aussi banal que le choix de l'anesthésie en péropératoire peut influencer de façon très significative le post-opératoire. Alors, il n'y a pas que les médecines, l'aspect organisationnel. Ça, c'est une étude que nous a passée Hubert Johannet, que je trouve extrêmement pertinente. Ils ont regardé quel pouvait être l'impact des problèmes de retard ou d'annulation de programme sur de la chirurgie programmée.
Et vous voyez que par exemple, en haut, vous avez les retards de plus d'1 heure. Vous avez une augmentation du risque composite de complications, une augmentation des réopérations, des réinterventions et une augmentation des séjours significatifs, des séjours en unité de soins critiques. Et quand vous passez à 2 heures, à tout ça, vous rajoutez la mortalité. Donc quelque chose qui finalement peut nous sembler assez banal, pour lequel on participe plus ou moins, va également intervenir sur la mortalité ou la morbidité post-opératoire. Et là, clairement, on a un rôle à jouer. Et donc là, on doit avoir une approche en pensant aux patients, pas forcément au confort des anesthésistes, mais clairement, il faut que nous soyons absolument impliqués dans l'organisation du bloc opératoire. La période post-opératoire, donc là, il y a toujours l'aspect organisationnel, et ça qu'on a bien développé grâce à la RAC et l'ambulatoire, et regroupé sous l'optimisation des parcours. J'ai remis les recos qui ont été faites les dernières sur ce sujet au niveau de l'ASFAR. Donc la continuité des soins en SSPI, ça ne pose pas trop de problèmes, même si elle n'est pas forcément toujours complètement standardisée, il y a toujours des anesthésistes présents. Par contre, après, en salle de réveil, après la salle de réveil, plutôt dans les étages, il y a clairement des moments où il est indispensable que l'on soit disponible. Alors, qui n'a jamais eu cet appel à il est 17h et vous avez l'infirmière des étages qui vous appelle en vous disant « Ah, il y a Madame Durand, elle a eu sa prothèse de hanche ce matin et là, elle est à 80 de pression, une pression artérielle à 80. Ouais, est-ce que je fais un ringer ou est-ce que… » Clairement, cette femme, il faut s'en occuper. Parce que clairement, cette femme, on sait qu'elle va plus se compliquer et qu'elle va plus remonter son risque de mortalité. Et donc, c'est quelque chose d'assez banal et on sait que c'est fréquent, ces hypotensions. Vous avez l'étude POISE 2 qui a été coordonnée par Daniel Sessler. Vous avez le graphique en dessous qu'on a fait Jean-Luc Fellahi. Et vous voyez que quand vous faites la sommation des passages en hypotension en post-opératoire, c'est la colonne en rouge, vous voyez que vous avez une augmentation très significative du risque du risque de mortalité pour des hypotensions entre J1 et J4. De l'autre côté, vous avez 2 études qui concernent de la chirurgie non cardiaque et qui montrent, pareil, quand vous avez des épisodes prolongés d'hypotension, vous augmentez la mortalité ou vous augmentez le risque de complications rénales. La douleur, on a commencé à en parler, on va en parler en père-op, on va en parler en post-op. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait une relation entre la chronicisation de la douleur et la douleur post-opératoire dans les 48-72 heures. Et là, je vous ai mis celle-là, j'aurais pu en mettre d'autres, mais vous voyez que pour des patients qui avaient des douleurs supérieures ou égales à 4, un score d'anxiété élevé, vous arrivez à plus de 70% de risque de chronicisation. Donc clairement, il y a un enjeu là à jouer et qui peut mieux que nous s'en occuper. On a parlé des douleurs transitionnelles et du rôle qu'on pouvait avoir sur cette période. Et à chaque fois, régulièrement, quand je fais des topos sur la RAC, je posais la question de savoir qui prescrit les antalgiques à domicile pour les patients hospitalisés. Et là, je m'adresse aux collègues anesthésistes. Quand j'avais 20-30% qui levaient la main, c'était un maximum. Alors, s'il y a bien un endroit où on pourrait rentrer dans la médecine opératoire de façon efficace, c'est bien sur la douleur. Et il est indispensable de récupérer ces prescriptions post-opératoires, y compris après avoir quitté l'hôpital. Le développement durable, on n'en a pas encore parlé. Je pense que ça va aussi faire partie de la médecine ça doit faire partie de la médecine périopératoire. Je vous ai mis 2 études, parce que c'est 2 études nationales, qui montrent l'une que, effectivement, la RAC permet de réduire la production de gaz à effet de serre. Une autre qui montre que l'utilisation de formes galéniques Péros réduit également la production de CO2. Permet de diminuer l'impact en CO2. Clairement, il y a d'autres études, il y en aura de plus en plus, et clairement, on doit les intégrer dans nos protocoles ou dans nos procédures. Le mode d'hospitalisation. Actuellement, il y a une pression des tutelles pour dire « faites de l'ambulatoire ». On a parlé de la prothèse de genou, faites de l'ambulatoire. Là, j'ai pris uniquement sur la prothèse de genou. Vous avez ici ce sont que des études de cohorte ou des études de base de données assurantielles. Toutes, elles montrent la même chose. Les prothèses de genoux en ambulatoire, elles font plus d'infections, elles font plus de raideur, elles font plus de thrombose. Ce qui a été utilisé par beaucoup. Alors, quand on regarde bien, on s'aperçoit que l'ambulatoire, c'est en général 1 ou 2%, ce qui n'est pas énorme. Toutes sauf la dernière. La dernière, elle montre qu'on a une baisse spectaculaire du taux de complications à partir du moment où on a rentré ces patients dans une procédure
Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. À partir du moment où on rentre dans des protocoles, les RAC, l'optimisation du parcours, et ben là, effectivement, on va pouvoir faire sortir un certain nombre de patients en ambulatoire, y compris pour une prothèse de genou. Et ça, c'est une notion que je défends depuis longtemps. L'ambulatoire, la DMS d'une façon générale, c'est pas un objectif, c'est une conséquence d'une prise en charge correcte. Et ça, c'est vraiment important. Le patient, il sort plus tôt parce qu'il va mieux plus tôt, mais pas parce qu'on a décidé qu'il fallait faire de l'ambulatoire. Et pour conclure, nous, chez nous, on fait des prothèses de genoux en ambulatoire, on est à peu près à 50%. Il y a des taux plus élevés, il y a des taux en dessous, mais c'est tout à fait faisable, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Enfin, la période post-opératoire. Qui fait quoi? On en a déjà parlé. À gauche, vous avez le tableau qu'on a proposé dans le livre blanc des ressources humaines qui a été coordonné par Franck Verdon. Là, c'est sur la partie sur donc, la médecine périopératoire. Donc, on a fait un listing. Il peut y en avoir d'autres, il peut y en avoir moins. Des choses qui doivent être faites. Et après, ben, c'est une discussion. Hein, on vous l'a dit. Dans certains vont moi, par exemple, chez moi, pour ce qui est des anticoagulants, avec les vasculaires, on a décidé que c'est eux qui s'en occupaient. Pour toute l'orthopédie, c'est nous qui s'en occupons. Mais voilà, c'est des modèles, on vous l'a dit. Il faut des modèles qui soient adaptés. À droite, vous avez un tableau qui est sorti d'une étude que je pense qu'il faudrait que tout le monde avoir lu. Donc ceux que ça intéresse, je tiens à disposition cette étude, l'étude Epner qui date de 2022, qui a comparé, on a parlé des médecins polyvalents hospitaliers, comparé aux anesthésistes dans les différentes phases du parcours, et montrer que voilà, à chaque étape, on a un rôle, mais ça a été dit, je vous le redis encore une fois, mais c'est à mon avis tout à fait fondamental. En conclusion, donc, je pense que là, le péropératoire, il fait partie intégrante de la médecine péropératoire. Nos choix péropératoires vont bien au-delà de ce qui peut se passer pendant la phase d'hospitalisation. On ne s'arrête pas à la porte de la SSPI. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de la SSPI, mais il est clair que ce n'est pas nous de tout faire. Hein. Combien de fois j'ai entendu « on n'est pas les internes des chirurgiens ». C'est complètement une façon mauvaise de voir les choses. Il faut qu'on sache intervenir là où on a une valeur ajoutée. Et vous avez vu qu'on en a avant, pendant, et on va en parler encore après, où réellement, en tant qu'anesthésiste, on a une valeur ajoutée. Après, c'est une répartition des choses à faire. La douleur, l'impact environnemental sont des choses qu'il faut bien sûr, qu'il faudra intégrer. Donc il faut que et vraiment le message du jour, mais je pense qu'il a été répété depuis ce matin, il va être répété encore. Il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on soit dans cette médecine péopératoire pour les patients et pour notre spécialité. Clairement, on a un tournant, il faut en avoir conscience. Il faut que notre spécialité prenne en main ça, et ça a été dit, c'est pas que le péropératoire ne devient qu'un élément d'un parcours. Et c'est tout l'ensemble. Il faut qu'on soit les médecins d'un parcours. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout, mais ça veut dire qu'on est à toutes les étapes. Et là, on a le plus de valeur ajoutée. Alors, je ne vous ai pas parlé des soins critiques, parce que c'est Julien qui est à côté qui va en parler, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus au fait de cette question que moi, et après embrayer sur le post-opératoire. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la SFAR et au CNP. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux. Je tiens également à remercier Claude qui a encadré notre groupe, qui a fait ça de main de maître. Et puis également remercier Frédéric, avec lequel on a travaillé, Frédéric Aubrin, sur la partie post-opératoire. Alors, vous m'excuserez, je vais me lever, pas pour que vous voyez mes chaussettes, mais comme je suis un peu court sur pattes, sinon je ne vois pas l'écran. Et donc, on va aborder ensemble la partie post-opératoire ainsi que l'hospitalisation à domicile, ce qui nous donnera la possibilité d'échanger avec nos collègues chirurgiens qui ne sont pas loin et nos collègues généralistes. Alors nous avons, et ça a déjà été dit, de très nombreuses opportunités au cours de l'hospitalisation, au cours du parcours patient, et notamment au cours de la phase post-opératoire. Ces opportunités, elles peuvent se rencontrer en salle de surveillance post-interventionnelle, nos SSPI, les salles de réveil, en soins critiques, à la fois dans les réanimations et dans les unités de soins intensifs polyvalents, les USIP, et également, et je crois que c'est un point particulièrement important, lors de l'hospitalisation conventionnelle, notamment dans les services de chirurgie. Alors ces unités de soins intensifs polyvalents, très clairement, nous avons là une opportunité majeure, d'une part pour que la médecine périopératoire s'applique et qu'elle puisse faire travailler en commun des collègues qui ont plutôt une valence anesthésie
et des collègues qui ont plus une valence soins critiques et qui se retrouvent dans ces unités-là. Je crois que c'est une chance absolument incroyable pour qu'on travaille ensemble. Et ça nous donne également la possibilité de détecter précocement les patients qui se dégradent au cours de l'hospitalisation. On sait tous qu'un patient ne se dégrade pas instantanément et que ces dégradations, elles sont précédées d'une diminution, parfois peu sensible, mais des signes vitaux. Et lorsqu'on a possibilité de les monitorer en continu et de réagir très précocement, eh bien on est beaucoup plus efficace. On évite des arrêts cardiaques, on évite des transferts en soins critiques et on améliore l'état de santé des patients. On a également, et je crois que c'est une opportunité qui a été saisie dans la plupart des hôpitaux, la possibilité d'intégrer des traitements lourds dans une démarche ERAS, et y compris en soins critiques, que ça concerne la correction des anomalies physiologiques, l'analgésie multimodale qui fait appel à toutes les techniques que nous maîtrisons, la prise en compte des besoins nutritionnels et l'adaptation de la nutrition, qu'elle soit entérale ou parentérale, la mobilisation intensive, on en a parlé, et je crois que c'est un élément absolument essentiel, que les patients soient âgés ou même plus jeunes pour la réhabilitation, les soins chirurgicaux lourds, notamment les pansements complexes, et tout ça dans le cadre de soins protocolisés. Il s'agit là d'une opportunité absolument importante, mais je crois que la plupart d'entre nous, nous en sommes déjà saisis. Il est également un point pour lequel nous manquons un petit peu d'évidence. En effet, si vous interrogez la littérature américaine et anglo-saxonne, il y a à ce jour assez peu d'éléments qui montrent qu'une hospitalisation systématique en soins critiques réduit la mortalité et améliore le parcours patient. Et c'est probablement l'une des raisons repose sur le fait que d'une part, les modèles américains et européens ne sont pas immédiatement transposables. Les step-down clinics des anglo-saxons ne sont pas nos USIP. Et d'autre part, il y a un tri ou une organisation qui n'est probablement pas suffisamment anticipée. Et le choix d'une hospitalisation systématique en soins critiques devrait reposer à la fois sur l'évaluation du risque patient, l'évaluation du risque lié à la procédure, les risques de dégradation rapide, et notamment des risques de saignement, ou au contraire des risques de thrombose artérielle, et les possibilités de soins en dehors des soins critiques, et notamment l'état de l'encadrement et l'état du ratio soignant-soigné dans les hospitalisations conventionnelles. Et donc finalement, le choix va devoir considérer le risque patient, le risque lié à la procédure, le risque de crash et le risque de soins en dehors des soins critiques afin de déterminer en préopératoire l'adressage qui va en réanimation, qui va en USIP, qui va en hospitalisation conventionnelle. Bien évidemment, ce qui se passe au cours de l'intervention ou en SSPI peut également conditionner l'adressage vers les soins critiques et il faut toujours garder la possibilité d'une admission immédiate d'un patient qui se dégraderait dans les étages. Je crois qu'une grande partie de cet effort a déjà été réalisé et notre prochain rôle et notre héritage pour la génération qui arrive et pour les prochaines années, c'est de jouer un rôle de vigie en hospitalisation conventionnelle, puisqu'il a été montré que finalement, c'est très souvent lors de cette hospitalisation conventionnelle que les patients se dégradent. Et là, nous avons des éléments de la littérature dans des journaux à très haut niveau de preuve qui montrent que cette stratégie, elle est efficace. C'est une expérience américaine qui a été menée dans un ensemble d'hôpitaux, Kaiser Permanente North California, où finalement, ils ont mis en évidence et ils ont déployé progressivement dans une vingtaine d'hôpitaux un système d'alerte précoce qui prend en compte à la fois les antécédents du patient, le recueil des signes vitaux, les valeurs de la biologie, ainsi que les actes chirurgicaux qui ont été réalisés. Et ce système tourne en permanence et informe en permanence une équipe infirmière qui ne fait que ça et qui n'est pas forcément sur les lieux de l'hôpital lui-même. Et lorsque le patient atteint un certain niveau de risque, eh bien, ces infirmières contactent les Rapid Response Teams pour une prise en charge qui peut être une expansion volimique, l'adaptation d'une antibiothérapie ou le transfert en soins critiques. Et donc un déploiement progressif, et vous voyez les chiffres, plus de 43 000 patients qui en ont bénéficié, et puis environ 10 fois plus qui n'ont pas pu en bénéficier, avec une réduction d'une part de la mortalité à 30 jours, une réduction de l'hospitalisation en soins critiques, une diminution de la durée de séjour. Alors sur des chiffres comme ça, on ne se rend pas forcément compte, mais à l'échelle d'un hôpital ou à l'échelle de l'ensemble de ces hôpitaux, ça se traduit par 3 morts évitées tous les 1000 patients hospitalisés
Et sur une année, pour le Kaiser Permanente North California, c'est quand même 520 vies qui ont été épargnées. Donc une organisation particulièrement ambitieuse, mais particulièrement efficace aussi, et qui s'accompagnait, je l'ai dit, par une réduction simultanée des durées de séjour en soins critiques, des durées d'hospitalisation et l'état de santé à J30. Donc il s'agit là, à mon sens, d'un réel challenge et d'une réelle opportunité pour la médecine périopératoire, la sécurisation de l'hospitalisation conventionnelle. Et puis, et c'est déjà fait dans certaines institutions, et je suis sûr que vous y participez, la surveillance et le traitement après le retour à domicile. Et là encore, nous avons pu bénéficier de l'expérience Covid, lorsqu'il s'agissait de pouvoir faire sortir les patients après une intervention chirurgicale afin de libérer des places. Et cette stratégie, elle a également été mise en place dans les pays anglo-saxons et ici au Canada, où finalement, après une intervention, les patients sortaient avec un équipement assez complet, avec un monitorage de leur fréquence cardiaque, de leur saturation, de la température, de leur poids corporel. Et finalement, dans cette étude randomisée, le critère d'évaluation principal, c'était le nombre de jours vivants en dehors de l'hôpital à 30 jours. C'était l'objectif principal. Plus de 900 patients avaient été randomisés. L'objectif principal, eh bien, il n'y a pas eu de différence significative sur le nombre de jours vivants après l'hospitalisation à 30 jours, mais par contre, une mise en évidence beaucoup plus fréquente d'erreurs d'administration, d'erreurs évitées, et une réduction de la douleur post-opératoire à J7, à J15, je crois, et également à J30. Donc la mise en place, l'implémentation de cette surveillance à domicile grâce à des dispositifs connectés a permis une réduction des complications post-opératoires. Et ce n'est pas forcément de la science-fiction. En regardant un petit peu parmi vous, j'avais plus de montres connectées, que ce soit des Garmin ou des iWatch, que des Patek Philippe. Et donc tous, potentiellement, on a la possibilité d'être surveillés après une hospitalisation ou après notre présence à ce symposium. Et donc finalement, l'intégration de ces données de santé, leur recueil est particulièrement simple, leur stockage le devient également. Ce sur quoi il va falloir travailler, c'est l'interaction entre les professionnels de santé et les patients, de façon à ce que ce flux de données puisse être efficacement traité et que le retour des professionnels de santé vers les patients puisse être efficace. Et je crois que là, je dirais, le défi technologique, il est déjà rempli. Ces dispositifs, ils existent, ils fonctionnent. Il faut maintenant que nous les approprions et que nous les fassions fonctionner dans nos organisations soignantes. Gestion de la douleur après le retour à domicile, c'est un élément extrêmement important, compte tenu du fait, ça a déjà été signalé tout à l'heure, du risque de chronicicisation et du passage vers cette douleur qu'on appelle parfois la douleur transitionnelle. Et il y a certains éléments à prendre en compte, et notamment qu'un très grand nombre d'interventions considérées comme mineures, entre guillemets, que ce soit des amygdalectomies, des hémorroïdectomies, des appendicectomies, ou plus de la moitié des interventions qui sont réalisées en chirurgie ostéo-articulaire s'accompagnent de scores de douleur particulièrement élevés. Et donc, une de nos premières obligations, c'est de ne pas sous-estimer le caractère particulièrement douloureux d'interventions qu'on va considérer comme non mineures, mais qui pour autant sont extrêmement douloureuses et qui peuvent impacter durablement le séjour post-opératoire des patients. On le sait également, il existe des trajectoires douloureuses des patients. Très clairement, les phénotypes de réaction à la douleur, et les raisons sont extrêmement nombreuses, avec des facteurs physiques, des facteurs psychologiques, font que les patients, après une intervention, notamment une intervention douloureuse, vont avoir des trajectoires différentes. Et il est important de pouvoir identifier très précocement ces trajectoires différentes, de façon à proposer des traitements complémentaires qui peuvent être un bloc de compléments, ça a été évoqué, ou l'adaptation très rapide des traitements antalgiques avant que la douleur ne se chronicise. Les facteurs de risque qui ont été retrouvés, mais très souvent c'est les patients jeunes, c'est les sujets de sexe féminin et c'est également les hauts niveaux d'anxiété préopératoire. La composante psychologique est particulièrement importante. Ça a été retrouvé également en chirurgie cardiaque. Et finalement, après chirurgie cardiaque, les auteurs avaient analysé d'une part la trajectoire douloureuse et d'autre part la trajectoire de consommation des opioïdes. Et là encore, il y avait un certain parallélisme entre la trajectoire douloureuse post-opératoire et la trajectoire
de consommation d'équivalent de milligrammes de morphine après l'intervention. Là encore, les facteurs psychologiques jouaient un rôle particulièrement important. Ils étaient analysés à l'aide de questionnaires dédiés. On a parlé des PROMS, des Patient Related Outcome Measures, et on est particulièrement fiers à Strasbourg parce que peu de temps après l'équipe de Angers, nous avons pu assurer la traduction et la validation psychométrique du Quality of Recovery 15, qui est un score multidimensionnel qui permet d'évaluer finalement l'expérience du patient et l'évaluation de l'état de santé du patient par le patient lui-même, avec des éléments assez simples, le confort physique, l'indépendance physique, le soutien psychologique et le bien-être mental. Un score dont finalement l'administration est assez rapide, qui peut être réalisé par des soignants, par des IDE, par des IPA, et qui permet ensuite d'alimenter des entrepôts de données de santé qui vont être des outils particulièrement puissants, là encore, pour comparer la trajectoire d'un patient individuel à un ensemble de patients. C'est ce que nous avons commencé à faire à Strasbourg, et je remercie le professeur Eric Noll, qui est mon ami et qui a mis ça en place sur Strasbourg, dans le cadre du protocole optimiste. Et nous avons là une chance assez exceptionnelle de finalement utiliser ces données de santé que nous générons à longueur de journée, mais que nous n'utilisons pas forcément toujours à leur propre valeur, afin d'en faire un outil de pilotage des trajectoires post-opératoires. Et on peut tout à fait les utiliser dans le cadre de consultations de médecine périopératoire, post-opératoire, au cours desquelles on va pouvoir prévenir la douleur transitionnelle, interpréter le recueil des PROMS et assister au développement de trajectoires nominales. Un exemple extrêmement simple, il s'agit ici d'une comparaison des PROMS après chirurgie prosthétique de genou ou de hanche. Et vous voyez que fort heureusement, le Quality of Recovery 15, après plus de 30 jours, est meilleur que l'état de santé préopératoire, ce qui prouve que la chirurgie a été efficace. Et on va pouvoir ainsi déterminer finalement, un petit peu comme les courbes de poids ou les courbes de taille, des trajectoires nominales. Et lorsqu'un patient s'en éloigne, notamment précocement, eh bien on sait que quelque chose ne va pas. Et à ce moment-là, on va pouvoir analyser de manière un petit peu plus précise sur quelle composante le bas blesse afin d'y apporter la solution la plus adaptée possible et la plus précoce possible. Bien évidemment, pour que cela fonctionne, il faut une équipe multidisciplinaire qui puisse interroger les patients 7 jours sur 7, faire des interviews téléphoniques 7 jours sur 7, et bien évidemment, il faut intégrer ça dans les ressources humaines nécessaires pour pouvoir le réaliser. Pour terminer, et ce sera ma dernière diapositive, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention cette Ravenstein lecture de Daniel Sessler, son nom a été prononcé plusieurs fois. Une chose que nous pouvons et que nous devrions faire, c'est finalement d'établir la médecine périopératoire comme étant le 4e pilier de notre discipline. C'est, en tout cas c'est pour Daniel Sessler, une opportunité majeure pour que nous restions forts, et il faut saisir cette opportunité-là et il faut le faire dès maintenant. Pour finir, quels sont les messages qui me semblent être importants pour cette partie-là ? Bien, c'est profiter des structures existantes, SSPI et soins critiques, pour un adressage personnalisé dans les secteurs de soins les plus adaptés, mettre à profit les avancées technologiques pour la détection de la dégradation en hospitalisation conventionnelle et afin de pouvoir activer les Rapid Response Teams, les RRT, exploiter les dispositifs connectés qui sont très largement disponibles et l'intelligence artificielle dont on ne s'est pas probablement encore suffisamment emparé pour permettre un retour à domicile à la fois précoce et sécurisé, recueillir les PROMS et les exploiter afin de comparer la trajectoire patient, notamment douloureuse, à une trajectoire nominale et corriger les écarts lors d'une consultation de médecine post-opératoire. Merci beaucoup et je crois que c'est le moment de donner la parole à nos amis chirurgiens. Oui, alors merci beaucoup. Alors quand Gilles Auriaguet a contacté l'Académie de chirurgie pour que des chirurgiens participent au groupe de travail, on a évidemment répondu très favorablement. Alors maintenant, on attend le livre blanc pour pouvoir le diffuser sur notre site internet, les réseaux, etc. Et on est très contents. Alors, c'est Claude Escoffet qui nous a coachés dans ce groupe et il nous a dit, vous avez une diapo.
Donc avec Jérôme Villemino, je pense que c'est la première fois qu'on va présenter chacun une demi-diapo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc on s'est axé donc sur le préopératoire. Il nous apparaît quand même que le plus important c'est la fluidité du parcours du patient. Alors il y a des cas qui sont assez faciles avec des pathologies courantes, mais vous l'avez bien souligné. Les patients sont de plus en plus complexes, ils ont de plus en plus de comorbidités, ils sont de plus en plus âgés. Et du coup, lorsque vous demandez des examens complémentaires que nous n'avons pas su juger nécessaires, parce que ce n'est pas notre spécialité, si j'ose dire, le patient, l'intervention est reportée, voire même parfois récusée. C'est tout bénéfice pour nous, les chirurgiens. Mais ce qui est important, c'est aussi que le patient comprenne que quand son opération est reportée, pourquoi elle est reportée, que nous aussi on comprenne pourquoi elle est reportée, qu'on puisse expliquer au patient et l'éduquer en préopératoire. Donc en dehors des protocoles qui sont mis en place par les équipes, ces cas de figure ne sont pas exceptionnels, mais c'est pour le patient une question aussi de qualité de prise en charge et puis d'organisation des programmes opératoires. On vient de parler des PROMS, on pourrait aussi parler des PREMS, et je n'ai, à ma connaissance, pas vu d'études sur le délai préopératoire moyen avant un type d'intervention, ce qui serait un marqueur de qualité lorsqu'on parle d'opérations lourdes et de patients ayant des comorbidités. Voilà, pour le PEROP, je te laisse la parole. Et pour mettre un petit complément sur le préop, pardon. Et il n'y a pas de caractère qualitatif dans ce que je vais dire, mais on a l'impression que la médecine périopératoire commence avec vous, les anesthésistes, alors qu'en fait elle commence avec nous, et c'est pas une histoire de qualité, c'est parce que c'est nous qui voyons le patient le premier, et il faut que nous, on commence la médecine périopératoire, et c'est pas parce qu'on est chirurgien qu'on n'a pas le droit de faire de la médecine. Et c'est nous qui devons initier ce parcours. Et moi, je le vis au quotidien. Par exemple, le bilan préopératoire, c'est moi qui le prescris. Mais comme je ne suis pas très compétent, c'est les anesthésistes qui m'ont dit dans quel cas il fallait ça. Et j'ai des critères et je pose des questions aux patients. Et c'est moi qui prescris le bilan, ce qui fait que quand le patient il arrive à la consultation d'anesthésie, il a déjà son bilan et j'ai déjà fait une partie, entre guillemets, du travail pour l'anesthésiste pour lui faciliter les choses. Pour le préopératoire, nous aussi, on a un impact majeur sur la gestion de la douleur, sur la gestion du saignement, sur tout un tas de choses. Je crois que c'était Pascal qui a parlé du garrot, de tout un tas de choses, de choses qui nous peuvent impacter la chirurgie, ou c'était Laurent, je ne sais plus. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'anesthésie locale dans la plaie. J'infiltre. Ça impacte l'anesthésiste derrière parce que en fonction des quantités d'anesthésie locale que je vais faire, ça peut diminuer l'anesthésie locale éventuellement pour faire un bloc ou l'inverse. Donc pendant le péropératoire, nous aussi on a un impact majeur. Il y a tout un tas de techniques mini-invasives, il y a de la robotique, il y a tout un tas de choses. On ne sait pas encore quels sont l'impact de ça sur la chirurgie en elle-même, mais ça a un intérêt qui, à mon sens, fait partie intégrante de la médecine périopératoire. Alors sur le post-op, en fait c'est toujours pareil, c'est le qui fait quoi. C'est-à-dire que aucun d'entre nous, qu'on soit anesthésiste ou chirurgien, avons des prérogatives particulières pour s'intéresser à des sujets. Mais l'important, c'est qu'on sache qui fait quoi. Voilà. Alors, je donne un exemple qui est assez classique, qui est alors là, on va parler d'antibiothérapie. Les recommandations de l'ASFAR, elles sont parfaites pour l'antibiothérapie prophylactique et c'est bien appliqué. Voilà. Surtout les dernières, on n'attend pas 3 quarts d'heure là, avant de faire, etc. de péri. Bon. Mais alors en post-opératoire, s'il n'y a pas un qui fait quoi, eh bien c'est la prescription de l'antibiothérapie curative qui est laissée aux soins de chacun, on ne sait pas qui, on ne saura pas quelle antibiothérapie a été prescrite, puis on s'aperçoit que finalement, non, c'est pas la bonne, et tout ça aboutit à des phénomènes d'antibiorésistance, etc., qui, à l'échelon national, sont des préoccupations vraiment très importantes. Donc la question n'est pas de savoir qui va prendre ça en charge, c'est, enfin, ça soit que
les chirurgiens ou les anesthésistes, peu importe. L'important, c'est qu'on sache qui fait quoi. Et les situations sont très variées, donc il faut s'organiser chacun dans sa situation. J'attire l'attention également sur les équipes instables. C'est-à-dire que les autorités ont très bien compris que quand il y a une équipe instable, les soins ne sont pas de bonne qualité, mais c'est probablement aussi parce que dans l'équipe instable arrive un type qui ne sait pas qui fait quoi en termes de prescription dans l'équipe. Voilà. Et puis on voulait réinsister, Julien l'a fait, mais on voulait réinsister sur l'intérêt des données. C'est un sujet qui m'est cher et c'est essentiel de s'emparer de la donnée et puis de l'analyser. C'est pas que de la collecter. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir des données en vie réelle et qui sont mesurées par le patient lui-même. C'est une auto-évaluation. Ça s'appelle des PROMS. Le P, ça veut dire patient. Je trouve que des PROMS qui sont mesurés par des professionnels de santé, c'est déjà un biais. C'est-à-dire qu'on sait que quand c'est le patient qui dit lui-même, avec son outil, comment il va, il ne va pas donner la même réponse que s'il la donne à une infirmière ou un chirurgien. Et c'est essentiel pour faire évoluer les protocoles. Moi, je fais de la chirurgie orthopédique et on a pu montrer, par exemple, avec les données qu'on récolte de façon quasi quotidienne pendant les 3 premières semaines, que le fait de marcher avec 2 cannes anglaises après une prothèse de genou est directement corrélé au niveau de douleur pendant les 48 premières heures. C'est-à-dire qu'un patient qui a une EVA inférieure à 4 pendant les 48 premières heures ne marchera plus avec des cannes à 28 jours. Par contre, celui qui a une EVA supérieure à 6 marche systématiquement avec des cannes. Si vous n'allez pas mesurer ces données, vous ne le savez pas. Et si vous ne les analysez pas, eh ben nous, ça veut dire qu'on a changé nos protocoles avec les anesthésistes. On s'est posé la question comment mieux traiter la douleur pendant les 48 premières heures. Et moi, la difficulté était encore plus grande parce que comme moi, je ne fais que de l'ambulatoire, ça veut dire que la douleur, il faut la prendre en charge à la maison. Et c'était important d'avoir ces données en vie réelle à la maison. Et puis pour répondre à Laurent qui a montré quelques études sur l'ambulatoire qui soi-disant ferait plus de complications, en fait dans ces études, si on va chercher au fond du truc, c'est parce qu'on se rend compte que c'est pas qu'il y a plus de complications, c'est qu'elles sont dépistées plus tardivement parce que les patients en ambulatoire sont moins bien surveillés que les patients en hospitalisation, entre guillemets. Et donc, ils vont faire plus de complications. Donc, ce n'est pas lié à la complication, c'est lié au fait qu'on les dépiste un peu plus tardivement. D'où l'intérêt d'aller chercher des données chez le patient le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible. Donnez le micro à notre collègue généraliste et puis avancez la diapo, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Alors je suis un peu l'extraterrestre manifestement dans cet amphithéâtre, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je suis contente d'être là. Je voudrais remercier Claude parce que je suis dans ce traquenard à cause de Claude Écoffé avec lequel j'avais eu la chance de copiloter un rapport du Haut Conseil sur les risques au virage ambulatoire. Voilà, je suis également directrice de recherche et épidémio et je travaille essentiellement sur les données de santé et notamment celles issues des dispositifs médicaux, mais pas que. Voilà, alors il m'a demandé de faire le même exercice en une diapo, pas simple non plus, sur OK, la place du médecin généraliste. Alors moi j'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai entendu le ministre parler de collaboration ville-hôpital tout à l'heure et ça me rassure pas mal. Je vous ai entendu beaucoup parler de médecine de ville, du rôle du médecin traitant, de la place du médecin généraliste, alors qu'il est assez finalement... soit il ne faut surtout pas, soit il faut le mettre. Mais en tout cas, on n'a pas une position très claire pour le médecin généraliste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, ce que je vous ai fait ici, c'est plutôt un retour d'expérience de 15 ans de pratique de médecine générale dans des zones un peu diverses, qu'elles soient sous densité médicale à la campagne ou à Paris, en Ile-de-France. Et en tout cas, le constat qu'on fait, nous, quand on est médecin généraliste, c'est finalement plutôt des adaptations organisationnelles qui manquent et qui nous permettent de mieux coordonner. Alors, l'enjeu n'est pas de dire le médecin généraliste va faire à la place d'eux, et c'est surtout pas l'objet. On n'est non seulement pas compétent, mais pas là pour ça. Et on est aussi avec des brouettes bien pleines de missions diverses et variées et suffisamment peu nombreux pour faire à votre place. C'est pas l'enjeu. Et je pense que le premier point, c'est de se dire, finalement, c'est pas tant le médecin généraliste, c'est plutôt l'ensemble du cercle de soins du patient en ville qui doit être intégré dans ces réflexions. Et je parle aussi du pharmacien, de l'infirmière, de l'aide-soignant. Et quand je parle de médecine de ville, pour moi, j'englobe aussi tout ce qui va être médico-social. Le médico-social, on ne l'a pas vu beaucoup quand on parle médecine de ville. On parle médecin généraliste avec des patients qui sont autonomes et capables de venir nous voir, puisqu'on fait de moins en moins de visites aussi. C'est un constat réel et c'est une réalité dans la vraie vie.
mais c'est aussi aller voir les patients en EHPAD, aller voir les patients qui souffrent de handicap, gérer ces patients en post-opératoire, et notamment dans le cadre d'un virage ambulatoire qui est de plus en plus prégnant, et c'est ça nos difficultés aujourd'hui. Donc je pense qu'un des enjeux est là où on a notre place, et notre place elle est en pré-op, et pas en PER bien sûr, et en post-op, c'est dans la réassurance du patient, dans les explications, dans la pédagogie, parce que c'est là qu'on intervient et c'est là que vos patients viennent nous voir. Quand vous avez pris rendez-vous avec un chirurgien et que vous avez vu l'anesthésiste, il y a forcément des questions. Et en réalité, c'est aussi très, très stratifié sur l'âge. On a plutôt les patients âgés qui viennent nous voir, ce n'est pas les jeunes avec leur arthroscopie de genou qui vont venir nous voir pour ces questions, mais c'est plutôt les familles ou les patients âgés ou les infirmières d'EHPAD qui vont nous questionner là-dessus et sur la suite. Et quand nous, on n'a pas d'informations, sincèrement, c'est pas simple, déjà parce qu'on n'est pas compétent, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quoi leur répondre. Donc dans l'absolu, ça c'est le premier point de retour, c'est là qu'on intervient, c'est sur la réassurance et sur les explications. Ensuite, il y a peut-être un enjeu, et je citerai qu'une étude en épidémiologie sociale, qui est l'étude Monica, qui a été conduite par Thierry Lang il y a quelques années et qui est reproductible aujourd'hui. Monica, je ne sais pas si elle vous parle. C'est une étude qui a évalué la mortalité à 30 jours post-opératoire de patients, enfin donc à post-coronarographie et pose de stent de patients pris en charge pour des infarctus. Et ce qu'elle montrait, c'est que globalement la mortalité, le vrai impact, enfin ce qui impactait la mortalité, c'était le pré et le post-opératoire. Une fois que le patient était dans les murs, quel que soit son niveau de situation sociale, il était pris en charge de la même manière. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de delta en intra-hospitalier. Donc finalement, ce qui impacte sur la morbimortalité, et cette étude elle a été reproduite en Angleterre sur d'autres questions de chirurgie, elle montre toujours la même chose, c'est que vous avez un impact majeur de la vulnérabilité sociale de vos patients, en particulier son isolement social, et que tout se joue en amont et en aval. Et que là où il y a une place, c'est le cercle de soins en amont et en aval qui peut renseigner et qui peut aider les équipes hospitalières à prévenir certaines complications. Parce que ce gradient, finalement, il y a le médical, il y a toutes les comorbidités dont on parle depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas toute cette dimension médico-sociale qui va impacter le pronostic du patient et en particulier à la sortie. Voilà, alors sur le domicile, pour moi, c'est exactement la même chose. L'enjeu, il est organisation locale, il est communication, il est partage d'informations, il est coordination. Je ne dis pas que c'est OMG de coordonner forcément, ce n'est pas le point, mais en tout cas, c'est de se dire comment aujourd'hui, avec les outils qui existent, on arrive à répondre aux questions des patients, aux inquiétudes, on arrive à nous pouvoir savoir qui on va joindre. Et je peux vous parler d'expérience, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas de sens, mais d'expérience à Paris, en Ile-de-France, de patients pris en charge pour des cancers, de non-disponibilité ou de non-réponse de grands centres parce que pas possible, parce que compliqué d'avoir les réponses le vendredi soir à 19h. Donc en réalité, on a toujours ces problématiques. J'ai pas la solution miracle et je suis pas là pour ça. Néanmoins, ce que je vois qui se passe, c'est qu'on a quand même des structurations qui sont faites, qui ont des avantages et des inconvénients. Je pense aux CPTS qui ont été mis en place. Alors, il y a un rapport de la Cour des comptes qui n'est pas terrible sur le rendu des CPTS. On est OK. Néanmoins, il y en a certaines qui fonctionnent et que peut-être elles ont un rôle à jouer dans l'organisation locale de nos échanges. Il y a également, et vous l'avez cité, certains dispositifs médicaux qui remontent certes de la donnée qui est très utile, on est OK, mais qui permettent aussi des dialogues ville-hôpital. Et il y a des choses qui sont mises en place, notamment par les ARS. Alors, on peut en parler, c'est bien, c'est pas bien. Néanmoins, il y a des outils de communication et qui sont mis en place d'ailleurs dans certains CHU parisiens, je crois que Necker en a, je crois que d'autres en ont, et qui permettent des échanges et des prises de contact très rapides entre les généralistes, les pharmaciens et les équipes hospitalières. Voilà, je dis ça, mais en tout cas, c'est peut-être des choses à travailler, à aller pister pour voir comment on peut mieux collaborer. Et enfin, moi j'ai vu beaucoup de bases de données, beaucoup de choses, les DM, etc. On a des choses comme Résilience qui font des choses très bien sur le cancer, sur le suivi, on travaille beaucoup avec leurs données. Néanmoins, il y a quand même une base intéressante qui existe, qui est une base nationale sur les événements indésirables. Je pense qu'elle est intéressante à aller mobiliser parce qu'elle explique beaucoup de choses sur ses défauts de coordination et sur ses défauts de partage d'informations et sur le post-opératoire. Donc, je ne l'ai pas vu beaucoup cité, je trouve que c'est dommage. Sauf erreur, c'est la Haute Autorité de Santé qui est en charge et les organismes d'accréditation aussi. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à aller voir et qui permettraient de mettre des leviers, en tout cas des choses pour qu'on travaille mieux ensemble. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'avais 12 000 autres choses à dire, mais dans l'absolu, en une diapo et peu de temps, voilà. Je vous remercie. Donc il nous reste 40 minutes pour faire le débat, les questions. Je propose qu'on structure en reprenant les trois grandes parties, en commençant déjà par le
le préopératoire. Déjà pour introduire, qui fait de l'hôpital de jour pour optimiser ses patients? Qui utilise ce type de structure comme l'a proposé Pascal Alfonsi? Bon, il y a une petite douzaine de personnes. Un peu plus. Hein? C'est parce que tu vois pas après le 4e rang, Claude. Je te garantis, au-dessus, il y en a plein. Ouais, on voit rien avec l'éclairage, mais... Non, mais c'est pas grave si vous voyez pas. Nous, on voit et puis on vous fait la translation. Vous inquiétez pas. Vous imaginez pas 10 ans de conseil d'administration avec Claude Écoffé, c'est un côté un peu scolaire quand même. Donc, quoi qu'il en, c'est 12, 15, bon. Mais en fait, pour l'instant, c'est pas quand même c'est un élément qu'on voulait faire passer, c'est que l'utilisation de l'hôpital de jour pour optimiser les patients, comme l'a dit Pascal, je vais lui redonner la parole, je pense que c'est, dans la médecine péropératoire, c'est un élément un peu innovant pour vraiment être en amont. Comme l'ont dit nos collègues chirurgiens, il faut vraiment anticiper. Et donc, je pense que ça, c'est un sujet vers lequel il faut aller. Alors après, il va y avoir c'est cet après-midi le financement, la nomenclature, tout ça. Donc, nous, on fait que la médecine pour l'instant. Mais néanmoins, je pense que ça, c'est un point qu'il va falloir graver dans le marbre parce que c'est effectivement un élément supplémentaire de prise en charge. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. S'il y a des questions, là, Oui, je vous remercie. Alors, je suis un peu le deuxième extraterrestre de l'amphi puisque je suis avocate, Sophie Tabary, avocate au cabinet Aubert. Alors, en gros, vous n'avez pas envie de me voir parce que ça veut dire en général que votre patient, il a présenté des complications graves, voire fatales, et qu'en plus, vous avez un contentieux lié à cette prise en charge. J'avais justement une remarque plutôt, j'allais dire, juridique et sur le contentieux par rapport à l'évaluation préopératoire. Nous, on le voit de plus en plus, l'évaluation préopératoire, aujourd'hui, elle est analysée par les jurisprudences, par les experts, de manière extrêmement sévère, surtout si vous êtes dans le cadre d'une chirurgie programmée et non urgente. Et dans ces cas-là, ce n'est pas juste le chirurgien qui va prendre une responsabilité parce qu'on considère que c'est une indication chirurgicale, c'est les deux, c'est et l'anesthésiste et le chirurgien, puisqu'on considère que les deux avaient la possibilité éventuellement de faire une vraie évaluation préopératoire du patient. Alors, c'est un point très important puisqu'effectivement, vous le savez très bien, lors de la CPA, vous pouvez demander un certain nombre de bilans. J'ai entendu la remarque des chirurgiens qui me paraît très pertinente au stade de la consultation avec le chirurgien, qui est déjà des bilans qui soient demandés, et on le voit de temps en temps dans certains dossiers, où c'est effectivement le chirurgien qui renvoie au cardio pour que quand le patient voit l'anesthésiste au moment de la consultation pré-anesthésique, il est déjà le bilan cardiologique. Parce que le problème, c'est que ce bilan, si vous l'avez que au stade de votre visite pré-anesthésique, donc souvent quelques minutes avant l'intervention, c'est toujours compliqué, et on l'a vu sur la diapo, d'expliquer au patient, écoutez, je suis désolé, vous êtes prêt, mais là, dans 3 minutes, vous deviez vous faire opérer, finalement, on annule tout. Et alors, quid du bilan préopératoire qui est ambigu? On a eu un dossier où le cardiologue n'avait pas contre-indiqué l'intervention, c'était sur une exérèse de lipome, mais avait dit ça serait intéressant au cours de l'hospitalisation de faire une scintigraphie. Bon, dont acte. L'anesthésiste a dit j'ai pas de contre-indication, on y va. Le chirurgien, pas de problème non plus, sauf que le patient a fait plusieurs arrêts cardio-respiratoires et est finalement décédé, il n'a pas pu être récupéré. Et là, vous avez eu la condamnation et de l'anesthésiste et du chirurgien disant on était sur une intervention non urgente, une exérèse de lipome. On aurait dû se poser la question et prendre le temps d'en rediscuter ensemble. Donc je rejoins tout à fait cette notion d'hôpital de jour, parce que moi je vois d'un point de vue contentieux, ça permettrait d'avoir un temps supplémentaire en plus de la consultation pré-anesthésique de rediscussion et d'évaluation éventuelle de bilan préopératoire. Si je peux, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais dans votre sens. Après, nous, vous demandez une consultation de cardiologie pour un exérèse de lipome. Je pense que si je fais un petit sondage, qui demande une consultation pour un lipome cardio, quel que soit le patient, je pense que je ne vais pas voir beaucoup de mains se lever. Donc, le problème, c'est comme quand on demandait des TP-TCA et qu'ils revenaient à normaux, ce qui était fréquent. Les TCA normaux revenaient à normaux, et puis très souvent on les mettait sous le tapis en se disant c'est pas grave. Et puis moi j'ai eu le cas à l'hôpital où malheureusement ça traduisait vraiment quelque chose et ça s'est mal terminé. Donc
Donc, et on a eu des soucis parce que justement le TCA avait été demandé. Donc de ne pas demander le TCA nous aurait réglé le problème. Donc, mais pour revenir, je suis d'accord avec vous, c'est que la consultation pré-anesthésique, qu'on ait le bilan pré-op, et ça c'est très bien, c'est ce qu'on préconise, c'est que quand on voit le patient, on puisse vraiment faire une consultation et qu'on ait les éléments de juger de l'opérabilité du patient, de ce patient-là. L'hôpital de jour va nous permettre d'affiner tout ça, tout ce qu'on ne peut pas faire en ville. Et si je reprends par exemple la fragilité, il y a une recommandation de la HAS qui date de décembre 2012 et qui dit que tout patient de plus de 70 ans, chaque fois qu'il va voir un médecin, on devrait faire un dépistage opportuniste de savoir s'il a des signes de fragilité ou pas. Et nous, notre population va être de plus en plus des patients de plus de 70 ans. Donc on pourrait très bien profiter de cette consultation d'anesthésie ou de cet HDJ pour passer un questionnaire très simple. Et là, il y a même une équipe de Lille qui vient de sortir qu'à partir de 4 marqueurs biologiques, on pouvait dépister de manière orientée vers un diagnostic de fragilité la plupart des patients. Eh bien, ça pourrait être le moyen de s'intégrer non seulement, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la médecine de ville, d'intégrer la consultation d'anesthésie préopératoire dans le cercle de patients, c'est-à-dire revenir vers le patient médecin généraliste qui peut-être n'a pas vu le patient depuis 2 ans, 3 ans, et de lui dire ton patient, il va être opéré, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible, mais après, il faudra peut-être le mettre dans un circuit gériatrique ou le mettre dans une prise en charge. Et c'est exactement la même chose pour les troubles cognitifs. Donc ça veut dire qu'on va inscrire l'anesthésie dans cet acte de participer à la santé publique, en fait, en plus. Bonjour, docteur Jurkolov, je suis anesthésiste réanimateur en Lorraine. Je fais de l'anesthésie réanimation, je fais de la MPO en SMR polyvalent, moyenne d'âge 82 ans. Je fais aussi des urgences aux urgences du coin. Je vous remercie pour la grande qualité des présentations, très honnêtement. Le fait d'avoir balayé le pré, le per, le post. Je vous remercie beaucoup pour avoir donné la parole à un médecin généraliste. C'est essentiel. Je pense que le lien ville-hôpital, on s'en sortira jamais sans, en pré et en poste, dans les 2 cas. Je suis là aussi pour l'organisme d'accréditation du CEPHAR, qui co-gère, entre autres, parce qu'on n'est pas le seul OA, la base REX de déclaration des événements indésirables, parce qu'on évoque dès le départ une mortalité qu'on peut qualifier, je pense, d'astronomique en MPO. Qui dit mortalité dit a priori probablement événement indésirable. Et j'ai entendu les données, l'IA, tout ça, c'est évidemment essentiel. Et ça tombe bien parce qu'on peut les analyser, ces données, les comprendre et le faire par IA. Donc tout ça, c'est que des très bonnes nouvelles. Sur le pré-op, sur l'HDJ, j'ai entendu fluidité, j'ai entendu social. Alors c'est extrêmement important. Je pense que c'est un outil aussi de fluidité, l'HDJ pré-op, d'emblée. Vous branchez tout simplement une assistante sociale, 3 semaines avant le geste, qui vous anticipe le vendredi soir, ah bah tiens, il n'y a pas de place en EHPAD, on le met où, on parle de congestion des secteurs de soins, on parle de beaucoup de choses. Donc vous avez aussi du travail en équipe médicale, paramédicale qui vient se greffer sur ces HDJ. Ça peut être avec des médecins MPR, ça peut être avec beaucoup de choses et ça fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez même améliorer les programmes de PBM en HDJ, SMR, ça fonctionne super bien aussi. Donc le médecin généraliste, quelqu'un en a parlé aussi, la surconsommation médicamenteuse, ce lien en termes de gestion de risque qui est le médicament, qui est quand même le risque essentiel auquel on est tous confrontés. On va parler des patients chuteurs, on va parler des patients sous antithrombotiques, on va parler des patients qui ont 30 médicaments sur leur liste d'ordonnances de ville. Et le lien ville-hôpital, il est tout professionnel confondu, franchement essentiel. Donc très honnêtement, merci d'avoir pu l'évoquer, c'est très important à mon sens. Merci en tout cas. Merci pour les commentaires. Peut-être je vais faire juste un truc avant que la prochaine question, je vais juste, qu'il n'y ait pas de malentendu, rappeler la position de la SPHAR sur l'interaction avec les médecins généralistes et la médecine de ville. Nous, notre position, c'est juste de dire on pense que les généralistes, leur place, c'est pas dans les hôpitaux.
parce qu'il a besoin de soins primaires. Par contre, clairement, sur le parcours périopératoire, la position d'ASFAR, c'est nous, on ne peut pas faire la médecine générale, ce n'est pas notre métier. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il ne faut pas qu'on abandonne des patients en ville sans collaboration avec les généralistes. Et donc, le but de la journée, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on peut mettre des ponts avec la médecine de ville pour optimiser le parcours. Mais donc, nous étions d'accord. Ouais, il y a une bonjour. question à droite. Oui, Laurent Gergelet en Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, j'ai une question sur la place de la CPA par rapport à l'HDJ, parce que vous la mettez, enfin, dans les graphiques que vous avez présentés, intégrée à l'HDJ. Moi, j'ai plutôt l'impression que la CPA, c'est le moment où on va décider éventuellement d'un HDJ pour une partie des patients, et que probablement des HDJ peuvent être automatiques pour des chirurgies très lourdes, mais que des patients avec des chirurgies moins lourdes peuvent bénéficier d'un HDJ qui peut être décidé en consultation et de probablement dissocier pour certains patients la CPA de l'HDJ, parce que les HDJ peuvent être à la carte avec certains patients qui ont des problématiques cardiovasculaires, pulmonaires, d'autres qui sont plus nutritionnelles. Et on peut construire l'HDJ à la carte en fonction de chaque patient dans un catalogue qu'on aurait à disposition. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est les problèmes des délais. Parce que vous parliez de la préhabilitation physique avec nutrition et sport. Dans les faits, de la connaissance que j'ai de la littérature, c'est plutôt 8 à 12 semaines pour avoir une efficacité réelle. C'est une problématique de temporalité qui peut vite arriver sur cette spécificité de la préhabilitation physique. Alors, pour répondre à la première question sur l'association CPA-HDJ, nous, c'est notre organisation, parce qu'en fait... organiser un HDJ hebdomadaire qui regroupe 3-4 spécialités différentes entre les nutritionnistes, l'infirmière RAC et les médecins anesthésistes, c'est pas toujours très simple. Donc c'est aussi un problème d'organisation et on ne va pas doubler, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la fois une consultation d'anesthésie un jour dit et puis reconvoquer le patient, parce que aussi l'intérêt c'est de coupler le plus tôt possible. Et là j'arrive sur la deuxième question. Les délais, c'est plutôt minimum, c'est 3 à 4 semaines dans les études, ce qui est déjà un gros changement culturel, parce que quand vous prenez des patients qui ont un cancer, dans l'inconscient collectif français, des chirurgiens, ainsi de suite, il faut, dès qu'ils le voient en consultation d'anesthésie, en général, en consultation de chirurgie, ils veulent le mettre sur la table d'opération le lendemain, parce que le cancer, c'est comme ça. Et quand vous lisez les papiers anglo-saxons, canadiens, ainsi de suite, eh bien, une préhabilitation de 4 à 6 semaines, ça choque personne. Donc, en fait, c'est un choix. Et 4 à 6 semaines, ça veut dire, et là où je vous rejoins, c'est que tous les papiers qui marchent sur la préhabilitation, toutes les études qui ont montré un bénéfice de la préhabilitation, c'est quand il y a un coaching. C'est-à-dire que ces patients-là, c'est pas simplement faire l'HDJ et puis on leur serre la main à la fin en leur disant mangez des protéines et faites du sport. Il faut organiser avec un plateau technique associé où il y a d'autres perspectives qui se présentent. Justement toujours via Internet, via des plateformes, et bien d'accompagner ces patients pendant ces 3 à 4 semaines avec des coachings. Nous, par exemple, ils viennent 2 fois par semaine sur un plateau de kiné, étant coachés par un kiné compétent. Donc, c'est tout ça qui est à organiser, et c'est clair que si on multiplie les consultations, on va retarder la prise en charge du patient, et qu'en effet, on a quand même cette limite de temps. On ne peut pas se permettre, un patient qui a un cancer, de dire j'ai un rendez-vous en HDJ dans 15 jours et puis peut-être qu'on va mettre en place quelque chose. Donc on coupe tout. Ouais. Je voulais juste compléter pour la première question. La structure qui avait été évoquée par Julien, la Kaiser permanente, là, qui est en Californie, ouais. On fait un papier qui était intéressant parce qu'ils ont regardé justement pour cette... alors ils n'appellent pas ça les hôpitaux de jour, ils appellent PSH, Patient Surgical Home, mais c'est en fait exactement la même chose. Ils avaient essayé de déterminer des critères. De dire, voilà, si ça ces critères, on l'envoie en hôpital de jour. En fait, ça ne marchait pas bien. Et finalement, ce qui a marché le mieux, c'est ce qui avait été évoqué précédemment, c'est chirurgien. C'est qu'à partir du moment où effectivement le chirurgien voit et pense qu'il a besoin d'un hôpital de jour, ce qui permet de gagner et de raccourcir la boucle et de, effectivement, quand on les voit en consultation, de pouvoir tout faire. Voilà.
Oui, sur le post-opératoire, en fait, on a tous été formés par le CHU avec la grande visite patronale. Enfin, les jeunes connaissent moins ça maintenant, mais bon, avec des malades qui restaient 10 jours, etc. Enfin, bon. Mais aujourd'hui, l'hôpital, quel qu'il soit, y compris le CHU, c'est devenu un hub. Le patient, il arrive, il a des soins le plus pointus possible, de plus en plus pointus, de plus en plus efficaces, mais ça reste un hub. Il va y rester un minimum. Je veux dire, Quélec, Larac, enfin, je veux dire, on a tous appris ça. D'où l'importance, ça a été soulevé ce matin lors de la première session, mais ça a été redit, que lorsque le patient quitte l'hôpital, il est de la responsabilité du chirurgien et de l'anesthésiste de suivre ce patient. Je veux dire, éthiquement, c'est pas possible que le malade il sorte et puis qu'après, on verra bien si ça se débrouille. Et ça fait reconsidérer ce qu'a dit Constantin sur le rapport entre les anesthésistes. C'est également le cas avec les chirurgiens, avec les médecins généralistes. Quand on a commencé la chirurgie ambulatoire, on a dit, de toute façon, il ne faut pas que ce soit les généralistes qui s'en occupent, ça ne les intéresse pas, et en plus, c'est mieux qu'ils reviennent plus vite vers le chirurgien ou l'anesthésiste. Mais en réalité, maintenant, le patient, il passe beaucoup plus de temps auprès du médecin général, si j'ose dire, même s'il ne le voit pas, que chez nous, dans le centre de soins, enfin dans l'établissement. Et donc, ça fait reconsidérer les choses de ce point de vue, je trouve. Je suis bien sûr d'accord avec ce que tu dis. Cela étant dit, je vois par exemple chez moi, à 24 heures, 80% des patients sont sortis. Ce qui veut dire que, on a parlé de la douleur par exemple, jusqu'à 72 heures, hein, les tout que j'avais montré, va avoir un impact sur la chronicisation. Donc clairement, ça veut dire qu'effectivement, on puisse anticiper et qu'on soit toujours... Le parcours, c'est on pose l'indication opératoire c'est jusqu'à la guérison ou la consolidation du patient. Et c'est tout ce parcours. Et à chaque étape, on a un rôle potentiel qu'il va falloir organiser. Donc clairement, en fonction de l'endroit où vous êtes, il va y avoir certainement des accords ou des ententes à faire avec les médecins généralistes, voilà, qui vont être évidemment, la question ne sera pas la même si vous êtes au fin fond du bocage normand ou si vous êtes en plein Paris. Donc tout ça nécessite des organisations locales qu'il faut tenir compte, mais clairement, on ne peut plus se contenter, voilà, du patient, il est hospitalisé et il va sortir et puis c'est fini. Donc clairement, ça a été dit, redit, mais vraiment, il faut qu'on... Et moi, je trouve aberrant, je ne sais pas si on peut faire lever les mains, mais... Enfin, aberrant, mais c'est un peu important, mais il faut absolument que ce soit les anesthésistes qui prescrivent l'ordonnance de sortie, qu'il a donné la consultation, qu'il ait récupéré avant. Oui, parfois c'est compliqué, il y a des opioïdes, il y a des choses comme ça, mais pour moi c'est vraiment extrêmement important et ça rentre dans le cadre de cette médecine de la médecine périopératoire et après avoir un retour possible, quel que soit le mode de retour, pour un suivi une fois que le patient est rentré, parce qu'on va faire évoluer par ça. Hein. Grosso modo, on aura 3 types d'hospitalisation. Les 24 premières heures en BU, etc., ça va être 80% des patients, ceux qui vont rester parce qu'ils ont des soins paramédicaux lourds, qui vont rester hospitalisés, et ceux qui seront en soins critiques. Voilà. Les autres, normalement, ils ne seront plus à l'hôpital. Donc clairement, on a un rôle à jouer à chaque étape, et il faut qu'on ait anticipé, y compris dans le retour à domicile. Il y a une intervention ici. Je voudrais juste rebondir sur la notion du médecin généraliste et de son intervention dans le parcours. J'ai peur qu'à trop souligner la place du médecin généraliste, on se défausse sur le médecin généraliste, ce qui a été fait par de nombreux médecins. Récupérer les plaquettes post-opératoires à l'époque des HBPM, vous verrez ça avec votre médecin généraliste. Aussi à jambes gonfles, vous voyez ça avec votre médecin généraliste. Je pense que ce n'est pas du tout le rôle du médecin traitant, qui est une personne de confiance avec lequel le patient a une relation de longue durée, à qui il va aller voir parfois en préopératoire pour se faire conforter dans le fait de se faire opérer, qui va peut-être le revoir en post-opératoire une fois que tout le parcours est terminé, en lui disant voilà, j'ai les comptes rendus, j'ai les dossiers. Mais il faut absolument que les anesthésistes et les chirurgiens restent les interlocuteurs principaux et soient disponibles 7/7, 24/24 dans la notion de parcours en post-opératoire. Ça, je crois que c'est indispensable. Et médecin traitant, je ne suis pas sûr, il a la capacité d'encaisser toutes les complications post-opératoires, parfois minimes ou sévères, des patients quand ils sont à leur domicile. Et je pense que c'est notre rôle de médecin anesthésiste de le rappeler encore une fois aujourd'hui, en collaboration avec nos amis et collègues chirurgiens. Merci de ces précisions. Là, il y a une intervention, je ne sais plus. Vous avez le micro. Ah oui, là. Allez-y. Je peux peut-être juste répondre juste rapidement. Après, je me permets juste de répondre sur ce point. Factuellement, on est OK.
D'accord ? Pourquoi ? Parce que objectivement, dans toutes les spécialités, je pense à l'infectieux, je pense au VIH, je pense à tout ça, tout a été foutu dans le wagon du médecin généraliste, qui ne peut pas, d'accord, tout absorber. On est complètement d'accord. Maintenant, dans la vraie vie, la grosse jambe rouge qui déboule, ou l'infection, l'écoulement sur le porte-à-4 posé 10 jours plus tôt, le vendredi soir à 19h à la campagne, c'est la vraie vie. Ça, c'est notre vraie vie. Donc, en fait, factuellement, ces complications, elles déboulent. Alors, je ne parle pas du TP, je ne parle pas de l'INR, je ne parle pas de tout ça, les plaquettes, machin. Ok, d'accord. Mais je parle, ou alors même les plaquettes, on peut en parler. Hein, le fax qui arrive, parce qu'on en est encore là hein, parfois. Hein, le fax qui déboule avec les plaquettes. Le vrai sujet, c'est comment on se parle, y compris quand vous êtes disponible 24 heures sur 24. Comment on met en place des outils ou pas, ou des outils qui existent déjà, sans en rajouter. Moi, quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai 20 minutes d'ouverture pour l'ensemble des applicatifs que je dois mettre en place pour travailler. L'objectif n'est pas d'en rajouter, mais de se dire qu'aujourd'hui, il y a des outils interopérables qui permettent de communiquer via l'hôpital. C'est tout. On a besoin d'informations. On ne va pas faire le taf à votre place, encore une fois, hein, mais on a besoin d'infos parce que factuellement, les complications, elles déboulent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est juste ça. Et de se dire, j'ai un numéro, j'ai un contact, et je peux répondre. J'ai eu le cas récemment avec l'Institut Curie, pour ne pas le citer, sur une patiente avec un cancer. Le confrère m'a gentiment répondu, je t'arrête tout de suite, j'ai pas de lit. Je te la prendrai pas. D'accord ? Donc en vrai, notre vraie vie, c'est celle-là. C'est juste comment on se met à pouvoir avoir de l'info. Encore une fois, on est dans une posture de réassurance du patient. Dans l'outil d'information, il y a aujourd'hui une obligation qui est faite aux établissements dans l'accréditation et qui est faite par certains établissements, puisqu'on le voit, de lettres de liaison dans lesquelles toutes ces informations sont présentes, qui basculent dans le DMP, dans tous les établissements informatisés. Mais c'est ça qu'il faut qu'on développe, il ne faut pas qu'on crée des nouveaux outils. C'est un sujet de travail à venir. Je vais juste vous interrompre votre échange pour donner la parole ici et ensuite à Sigismond. Non, c'était avant Sigismond. Bonjour, Lucien Monod, interne dans la spécialité à Rouen et président de la JAR France. Je me permets de réagir pour vous faire part de discussions parmi les plus jeunes de la spécialité, notamment sur les données de santé. On a eu encore récemment des discussions parfois assez intenses sur tout le potentiel de ces données. Globalement, on a deux groupes qui se dessinent, bien que très entremêlés. Ceux qui sont persuadés que c'est révolutionnaire, que c'est l'avenir, qu'on va pouvoir faire des choses magnifiques. Et effectivement, ça rejoint le côté où on est une spécialité qui génère énormément de données, ne serait-ce que par notre monitorage, et qu'on a bien évidemment un rôle à jouer là-dessus pour anticiper un maximum de complications et améliorer le parcours de soins de nos patients. Ceci dit, nous avons également d'autres jeunes, bien que convaincus de la pertinence de ces données, émettent une réserve quant aux effets néfastes de ces données, notamment sur tout ce qui est consommation de ressources, mais également empreinte carbone. Je souhaitais simplement vous en faire part pour que vous ayez cela en connaissance de cause, d'autant plus que les jeunes sont assez intéressés par tous les questionnements autour de l'effet de serre, notamment avec le protoxyde d'azote qui a été arrêté récemment dans les blocs opératoires, les gaz halogénés qui sont également pas mal critiqués parmi ces jeunes générations, et récemment les différentes réflexions avaient été poussées sur ce sujet. Merci. Merci. Sigismond ? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que justement, on a beaucoup parlé de données, là, et ça faisait partie, puisqu'on fait les états généraux, peut-être aussi pour faire notre liste de souhaits, quoi. Et il y a un enjeu, et je pense que votre intervention l'illustre bien. On a beaucoup d'applications, on a beaucoup de systèmes. Peut-être qu'on a un enjeu aussi à demander un système unique de suivi des patients pour qu'on puisse générer des données dedans, peut-être définir, et peut-être que ça pourrait être un enjeu de la journée, définir que par exemple le QR15 que tu as défini, qu'on ait systématiquement une donnée identique pour tous les patients, toutes les chirurgies, et qu'on arrive avec un cahier des charges, d'une structuration du suivi de ces données pour que justement derrière, on puisse voir toutes nos prises en charge, quel impact elles ont sur le court, moyen et plus long terme, et qu'on arrive à avoir pour une fois en France, un seul système de données, parce que si on crée quelque chose aujourd'hui, c'est l'occasion unique de choisir un système et de dire c'est ce système-là qu'on a pour générer les données et se l'approprier, et qui nous permettrait ensuite d'être opérationnel pour le suivi des patients au jour le jour. On va l'intégrer dans la charte, ce que tu viens de dire.
on verra. Et moi aussi, je suis dans la liste des courses. On en a parlé dans notre groupe de travail. Certains hôpitaux ou certaines structures ont déjà mis en place une structure avec une charte de bonnes pratiques, justement de la prescription post-opératoire et de la gestion des complications attribuées au chirurgien ou à l'anesthésiste ou aux deux, avec une règle de bonne conduite. Je pense que ça devrait faire partie des bonnes pratiques que la société devrait mettre en place, que de solliciter que quand on rentre un malade dans un parcours chirurgical, il y ait forcément une attribution des tâches en fonction des différentes spécialités. C'est déjà partie, à ma connaissance, des recommandations du Mais on a Conseil l'impression de que l'Ordre. dans les organisations de conseils de bloc, on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés parce que les services restent des services de chirurgie et s'attribuer la responsabilité d'une prescription qui n'est pas dans son propre service, ça peut être mis en difficulté. Donc il faudra bien qu'on réfléchisse à ces points-là, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste une petite précision sur le système de collecte des données. Vouloir un système unique, c'est illusoire, ça n'existera jamais. Par contre, il y a une chose, et ça le législateur est fautif là-dedans, c'est d'obliger à l'interopérabilité des systèmes. Parce que un unique, encore une fois, en fonction des spécialités, en fonction de tout. Le problème, c'est que c'est pas interopérable et que ce qu'on récupère à un endroit, on peut pas l'avoir à un autre. Le système unique, il existe. C'est le DMP ou mon espace santé. Qui l'utilise ? Voilà. Qui l'utilise ? Quasi personne. Moi, mon logiciel de cabinet, il est paramétré pour, mais ça marche pas. Le logiciel de la clinique, il ne marche pas avec. Et puis, mon système de collecte de données, il n'est pas dans le DMP non plus. L'idée déjà, ça pourrait être un souhait. Oui, mais se mettre d'accord. Ça devienne fonctionnel. Mais se mettre d'accord sur. Normalement, c'est son but. Mais se mettre d'accord sur des critères à recueillir. Oui, mais ça fait combien de temps qu'on parle du DMP ? Ça fait 30 ans. Non, mais je parle. Il y a le système, l'outil, et il y a la donnée qu'on veut recueillir. Peut-être d'uniformiser les données qu'on veut recueillir, c'est aussi un enjeu pour pouvoir. Probablement. Derrière, mais ça peut être le rôle des sociétés savantes. Oui, bah, ou de notre. Alors, il nous reste 3 minutes, il y a 2 interventions. Oui, juste une petite remarque. On parle de proms et tout, mais déjà, si on s'occupait sur du post-op immédiat et des complications à 1 an, et il y a une étude récente qui est sortie et qui a évalué les trajectoires des patients ils ont pris comme critère le nombre de jours passés chez soi, à domicile, sur à peu près 6 à 7 mois avant l'intervention et jusqu'à 11 mois après l'intervention. Et clairement, ils distinguent 5 trajectoires. Et dans les 5 trajectoires, il y a les patients qui n'étaient pas autonomes avant et ils ne le sont toujours pas. Et il y avait 4 catégories de patients autonomes. Et qui, dedans, quand on regarde entre inférieur à 65 ans, eh bien, la trajectoire de gens qui perdent totalement leur autonomie au bout de 11 mois, c'est à peu près 1,6%. Et quand ils ont plus de 65 ans, on passe déjà à plus de 5%, presque à 6%. Et déjà, si on arrivait à jouer et à gagner là-dessus sur la récupération immédiate, sur des critères simples, c'est-à-dire combien de temps, beaucoup plus facile, parce que je suis d'accord avec Jérôme, l'interopérabilité, on n'y arrivera jamais. On n'y arrive même pas au sein d'un même hôpital. Qui est capable de savoir combien de culotransfusions ont été passées quand il dépend de l'établissement français du sang. On n'a pas de lien avec notre dossier. Donc, c'est la complexité. Si on s'occupait de ça, et les prompts, après, c'est important, mais je pense que déjà, on devrait s'occuper des complications post-op immédiates. Morgan, juste un mot. Oui, juste un mot. C'est ce que j'entends beaucoup. Il ne faut pas oublier le bloc opératoire, mais ensuite, c'est le préopératoire et c'est la stratification du risque. Je pense qu'il faut qu'on investisse très fort la stratification du risque pour derrière décliner, peut-être pas des hôpitaux de jour, parce qu'aujourd'hui on fait des hôpitaux de jour parce que c'est la structure qui est valorisée, mais il faut qu'on personnalise les intervenants et qu'on fasse à la mode canadienne ces fameux cliniques préopératoires qui personnalisent le soin en préopératoire. Donc ça, je pense que c'est un vrai investissement sur le triage, et c'est comment faire ce triage, et c'est avec le chirurgien dès le départ. Et c'est pareil sur le post-opératoire, c'est quels sont les outils, quel est le pair opératoire, le parcours pair opératoire, pour dire ce patient-là, je vais lui mettre un capteur, une montre connectée, parce qu'il est plus à risque qu'un autre en post-opératoire. Et c'est travailler sur ce parcours et ce triage de facteurs de risque tout au long du parcours périopératoire. Bon, je pense qu'il est temps de clôturer la session. Je pense qu'il y a un certain nombre d'idées novatrices qui sont sorties de ce débat. L'hôpital de jour, stratification des patients, suivi également de ce que les patients s'auto-évaluent. Donc il y a vraiment du travail à faire. On a d'autres débats, il y a d'autres points, un point qu'on n'a pas évoqué, mais je pense qu'il sera évoqué cet après-midi. Et donc je vous souhaite bon appétit à tous et toutes.